Cette semaine, plusieurs arrestations dans la Naudière pour excès de vitesse. Une collision entre une camionnette et un poteau d'Hydro-Québec a provoqué une panne de courant majeure à Saint-Félix-de-Valois. Et finalement, le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes invite ses membres à rejeter la dernière offre soumise par Poste Canada. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 21 juillet 2025. Deux grands excès de vitesse ont été constatés à Lanoraie le 13 juillet dernier, entraînant des sanctions sévères. Vers 11h30, un homme de 52 ans de Masquinongé a été arrêté sur l'autoroute 40 Ouest à 160 km/h dans une zone limitée à 100. Son permis, déjà sanctionné, a été suspendu, son véhicule saisi pour 30 jours et une amende salée de plus de 1 100 $ lui a été imposée. Puis, à 14 h, un homme de 47 ans de la Valtrie roulait à 114 km/h sur le rang Saint-Jean, où la limite est de 60. Il a reçu une amende de 868 $, 10 points d'inaptitude et une suspension de permis de séjour. Du côté de Berthierville, le 15 juillet, c'est un jeune conducteur de 20 ans qui a été intercepté par les policiers de la Sûreté du Québec vers les 23h15. Alors qu'il filait à une vitesse vertigineuse de 172 km/h sur la route 138 à Berthierville, dans une zone limitée à 90. Les policiers de la Sûreté du Québec ont remis au jeune homme de 20 ans de Berthierville un constat d'infraction de 1 611 $ et 18 points d'inaptitude pour son excès de vitesse. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de 7 jours alors que le véhicule a été remorqué. La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse demeure une des causes principales de collisions mortelles et elle poursuit ses efforts de sensibilisation avec sa stratégie 2021-2026 intitulée « La vie humaine au cœur de nos actions ». Une collision entre une camionnette et un poteau d'Hydro-Québec a provoqué une panne de courant majeure à Saint-Félix-de-Valois tôt jeudi matin de la semaine dernière. L'accident s'est produit vers 6h45 sur la rue principale, alors que le conducteur tentait une manœuvre. Aucun blessé n'a été signalé, mais les dommages au réseau électrique ont nécessité plusieurs heures de réparation, selon Hydro-Québec. La municipalité avait publié un avis sur sa page Facebook pour informer les citoyens que ses services étaient partiellement paralysés en raison de la panne. Les systèmes téléphoniques et les paiements Interac ont également été touchés. Quant aux commerces du secteur, bien eux aussi ont subi des répercussions, certains ayant même fermé leurs portes pour la journée. La mairesse Audrey Boisjoli rappelle que cette situation n'est pas isolée. Depuis 2019, la municipalité réclame au ministère des Transports que les poteaux soient déplacés ou enfouis afin de prévenir ce type d'incident sur cette voie provinciale. Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes invite ses quelques 55 000 membres à rejeter la dernière offre soumise par Poste Canada. Selon la présidente du syndicat, Jeanne Simpson, cette proposition soumise au vote par le gouvernement fédéral mine le principe fondamental de la négociation collective libre et équitable. Dans une lettre adressée aux membres, Mme Simpson soutient qu'un vote favorable reviendrait à donner le feu vert à un rouleau compresseur et enverrait au gouvernement le signal que bafouer les droits syndicaux ne pose aucun problème. La ministre de l'Emploi, Patty Hajdu, a demandé au Conseil canadien des relations industrielles de soumettre la proposition au vote dès cette semaine. Du côté de Poste Canada, bien, l'impasse dure depuis plus d'1 an et demi. L'offre actuelle inclut des hausses salariales de plus de 13 %, mais également le recours accru à des employés à temps partiel, une mesure jugée essentielle par la direction pour maintenir les opérations. Selon la Société d'État, eh bien, les pertes financières sont considérables, environ 10 millions de $ par jour en juin. La direction insiste sur le fait qu'il s'agit de la meilleure et dernière offre possible. Mais pour le syndicat, c'est une question de principe et d'avenir du service postal canadien. Le résultat du vote,
pourrait influencer profondément la suite des négociations et l'évolution du travail dans ce secteur névralgique. Prenez note que la circulation sera perturbée à Saint-Félix-de-Valois jusqu'au 15 août sur la route 131. Depuis le 21 juillet, bien, la circulation est en alternance en raison de travaux réalisés entre le rang Frédéric et le chemin de Joliette pour enlever des ponceaux. Des signaleurs seront sur place de 7 h à 19 h et sont remplacés par des feux clignotants de 19 h à 7 h du matin. Les blessures causées par l'utilisation de trottinettes électriques sont en nette augmentation au Canada, selon de nouvelles données publiées par l'Institut canadien d'information sur la santé. En un an, les hospitalisations liées à ces véhicules ont bondi de 32 %, passant de 375 à 498 cas. Les enfants ne sont pas épargnés. Une hausse alarmante de 61 % a été observée chez les jeunes âgés de 5 à 17 ans. Les adultes aussi sont également touchés, car les hospitalisations ont augmenté de 22 % chez les hommes et de 60 % chez les femmes. Les provinces les plus concernées sont l'Ontario, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Le docteur Daniel Rosenfield, urgentologue pédiatrique, décrit des blessures allant de simples égratignures à des traumatismes graves comme des hémorragies internes et des fractures ouvertes. Il alerte sur le fait que 80 % des conducteurs hospitalisés ne portaient pas de casque. Le décès d'un jeune garçon de 13 ans en 2023 illustre très bien la gravité de certains incidents. Les experts tirent donc la sonnette d'alarme. Malgré leur apparence ludique, eh bien, ces trottinettes électriques sont de véritables véhicules motorisés, trop souvent perçus comme des jouets. Leur prix accessible et leur puissance grandissante contribuent à leur popularité, mais aussi à la méconnaissance des dangers. La réglementation est disparate au pays. Par exemple, à Toronto, elles sont interdites sur les voies publiques, alors qu'à Vancouver, elles sont autorisées à la location avec des limites de vitesse et d'âge. Ce flou législatif complique la prévention et l'application des règles. Pour les spécialistes comme Pamela Fuseli, il est impératif que les enfants de moins de 16 ans ne les utilisent pas et que les parents prennent conscience des risques avant d'en faire l'achat. Il faut rappeler qu'au Québec, l'âge minimum requis est de 14 ans, le casque est obligatoire et il faut respecter les mêmes règles de circulation que les cyclistes, comme par exemple ne jamais circuler sur le trottoir. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Alors, comme à chaque mois, ça me fait plaisir de venir vous parler de ce qui se passe lors des séances du conseil mensuel. Alors, lors de la séance du mois de juillet, on a abordé différents sujets, notamment en juin, il y avait eu la présentation des états financiers par nos auditeurs. Et suite à ça, selon la loi, la mairesse ou le maire doit faire un rapport sur la situation financière de la municipalité, rapport que j'ai déposé au conseil de juillet. Alors, je vais vous informer de quelques petits chiffres que je trouve intéressants de partager. Donc, des données qu'on trouve sur le site du ministère des Affaires municipales et qui comparent souvent les municipalités entre elles selon des ratios. Donc, différents ratios. Ça peut être sur l'endettement, sur la charge fiscale que les gens payent, donc l'endettement, comme je disais, de la municipalité. Et une donnée que je trouve intéressante, c'est pour Saint-Félix, dans le fond, c'est la charge fiscale moyenne des logements. Alors, dans le fond, ça permet d'évaluer la charge fiscale des logements, puis ça met en relation la valeur moyenne des logements avec le taux de taxation qu'on a sur notre compte de taxes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on compare la municipalité de Saint-Félix-de-Valois avec l'ensemble des autres comparables, pour la charge fiscale moyenne d'un logement à Saint-Félix est calculée à 1 960 $. Et si on compare, par exemple, avec une population similaire, donc ils prennent un bassin là, de population d'autres municipalités, la charge fiscale est plus élevée à 2 202 $. Si on compare avec les autres municipalités de la MRC, c'est 2 126 $. Région administrative est beaucoup plus élevée à 2 480 $. Et si on se compare avec tout le Québec, on est à 2 376 $, alors que je rappelle que pour la municipalité, c'est beaucoup plus bas à 1 960 $. Ce que ça signifie, dans le fond, c'est que les citoyens de Saint-Félix, au total, en lien avec l'évaluation de leur maison et le taux de taxation, paient moins cher au niveau de leur taxation pour la municipalité. Donc, je trouve que c'est vraiment une donnée qui est intéressante.
Sinon, d'autres données qui sont intéressantes, c'est la charge nette par 100 $ de richesse foncière uniformisée. Richesse foncière uniformisée, dans le fond, c'est tout ce que la municipalité a comme possibilité de taxation, toutes les richesses de la municipalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut la comparer avec les années précédentes. Et plus le taux diminue dans les années, plus ça démontre que la municipalité a plus de revenus que de charges. Ce qui est intéressant, ça permet de savoir si on va être durable dans le temps avec les investissements que l'on fait. Alors, par exemple, pour 2021, la municipalité, on est à un ratio de 1,3 et en 2024, on a un ratio de 1,2. Donc, puis on a vraiment vu une diminution au courant des 3 dernières années. Ce qui est super intéressant, c'est que ça montre que, dans le fond, les revenus de la municipalité progressent plus vite grâce à notre croissance que les charges que l'on a, donc les investissements que l'on fait. Donc, ça nous permet, ça démontre que, dans le fond, dans le temps, il y a une durabilité au niveau des investissements qu'on fait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Sinon, autre donnée que j'ai présentée, que je trouvais aussi intéressante, c'est la rémunération globale des services rendus, sur les services rendus versus les charges. Donc, à la municipalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près une charge de rémunération sur l'ensemble de notre budget qui est en bas de 30 %. Et ça inclut les services rendus. Donc, pas seulement la rémunération des employés de la municipalité, mais tous les autres services qu'on a à l'externe qui pourraient être offerts par des employés. Et nous, on est autour de 28 %. Habituellement, la proportion qui est reconnue comme étant juste dans le cadre d'un budget gouvernemental pour s'assurer d'offrir d'autres services, c'est souvent de 30 à 40 %. Et nous, à la Saint-Félix, on est autour de 28 %. Donc, c'est vraiment, ça nous donne beaucoup de flexibilité dans l'avenir pour offrir encore plus de services. Donc, voilà, ça fait un tour de la présentation que j'ai pu faire lors de la séance de juillet sur les états financiers. Sinon, bien, je vous invite, c'est sûr qu'on est dans la saison estivale, donc je tiens toujours à rappeler qu'on a de beaux événements dans la municipalité. Prochain vendredi en musique qui est le 8 août, et ça va être avec du rock, donc Michel Pagliaro, c'est sur le parvis de l'église, place de la culture. On vous invite à emmener votre chaise de camping, c'est à 20 h, alors venez festoyer avec nous. Sinon, les cinémas en plein air qui débutent à partir du 31 juillet et c'est les jeudis soirs, donc dès qu'il fait noir, je vous invite à venir en famille. C'est pour les 4 jeudis consécutifs et le premier cinéma en plein air, c'est Félix et le trésor de Morgia. Et bien sûr, pour le reste de la saison, bien encore nos marchés fermiers qui se font à l'intersection du chemin de Joliette et de la rue principale. C'est aussi de 13 h à 18 h. Et ce qui est intéressant, c'est que lors du 25 juillet, donc le vendredi suivant, pas vendredi cette semaine, vendredi prochain, il y aura une animation. Dans le fond, on aura un violoniste avec nous qui s'appelle Gabriel Giroir. Et donc, tout le long là, du marché, on pourra profiter de la belle musique d'ambiance sur place. Donc, on vous invite à encourager nos producteurs locaux encore une fois. C'est de 13 h à 18 h. À l'intersection du chemin Joliette et de la rue principale. Alors sur ça, bien c'est l'été, puis je vous invite à profiter de tous nos beaux événements, suivre nos actualités et profiter également de tous nos parcs, toutes nos installations, puis peut-être que vous ne les avez pas encore tous découverts, donc je vous invite à aller sur notre site Internet pour découvrir vraiment tous ces parcs-là et nos installations pour profiter pleinement de l'été. Alors bonne saison, bon été à tout le monde et profitez bien de vos vacances. Bye bye! Le gouvernement du Québec vient de déposer un projet de règlement visant à permettre la colocation dans les habitations à loyer modique. Une mesure attendue depuis longtemps pour améliorer l'efficacité du parc immobilier social. La ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a confirmé cette initiative mercredi de la semaine dernière, en soulignant que l'objectif est d'offrir l'accès à davantage de personnes tout en réduisant le nombre de logements sous-occupés. Jusqu'à présent, la colocation n'était autorisée que dans des cas bien spécifiques, notamment en présence d'un proche aidant dans les logements destinés aux personnes âgées ou aux personnes ayant des besoins particuliers. Le nouveau projet, publié en pré-consultation dans la Gazette officielle du Québec, vise à modifier le règlement encadrant l'attribution des HLM pour élargir cette possibilité à une clientèle plus large. Actuellement, environ 114 000 ménages à faible revenu bénéficient des programmes d'habitation sociale où le loyer est fixé à 25 % du revenu. La Société d'habitation du Québec estime que cette mesure facilitera une meilleure utilisation des logements disponibles. Le député solidaire, Guillaume Clichy-Rivard, qui avait interpellé le gouvernement à plusieurs reprises sur cette question, se réjouit de l'annonce. Il y voit une avancée réaliste.
Il a également déclaré dans un communiqué que ce n'est pas ce qui va régler la crise du logement. Mais c'est une mesure à coût nul qui libérera quelques centaines de places dans les logements sociaux. Une période de consultation publique de 47 jours est maintenant en cours avant l'adoption officielle du règlement. À Saint-Gabriel, les travaux de construction de la toute nouvelle école primaire sont officiellement lancés. L'établissement comptera 22 classes et pourra accueillir jusqu'à 528 élèves. Son ouverture est prévue pour le printemps 2027, juste après la semaine de relâche. Le bâtiment sera érigé sur le terrain occupé par 3 écoles existantes qui seront démolies une fois le chantier terminé. L'espace libéré servira à aménager un stationnement pour les parents et les membres du personnel. Ce projet s'inscrit dans une série de travaux majeurs entrepris par le Centre des services scolaires des Samars pour répondre à l'augmentation constante du nombre d'élèves sur son territoire. Pour mieux comprendre l'ampleur des changements à venir, voici un aperçu des raisons qui motivent ces investissements. Pourquoi on construit des nouvelles écoles? Le Centre de services scolaires des Samars, c'est plus de 27 000 élèves du préscolaire à la formation aux adultes. C'est 102 bâtiments sur un territoire de 13 000 km². Une récente étude démographique démontre que le territoire Lanaudière-Nord subira une forte augmentation au niveau de sa clientèle scolaire. Ainsi, la population rajeunira, ce qui aura un impact direct sur notre organisation. Donc, il y aura de nouvelles écoles un peu partout? Notre territoire est très vaste. On y compte une 50aine de villes et municipalités. On estime que nous accueillerons plus de 6 500 nouveaux élèves d'ici 2030, ce qui nécessitera la construction de plusieurs nouveaux établissements. Qui décide de l'emplacement d'une nouvelle école? Nous avons développé un plan directeur immobilier. Cet outil de planification s'adaptera d'année en année selon les développements domiciliaires et la croissance démographique des villes et municipalités. Afin de décider où il y aura une nouvelle école ou un agrandissement, nous avons établi des critères d'analyse comme la hausse anticipée de la clientèle, la capacité d'accueil des écoles, la fonctionnalité des locaux disponibles, le bilan de santé de nos bâtiments. Nous travaillons en étroite collaboration avec les villes et municipalités pour s'arrimer et échanger sur nos projets de développement respectifs. Les solutions? Pour pallier à la hausse anticipée de la clientèle, un grand nombre de projets, du préscolaire à la formation professionnelle, seront soumis afin d'être mis en place au cours des prochaines années sur l'ensemble du territoire. À court terme, une équipe a été formée pour évaluer les possibilités d'optimiser des locaux polyvalents pour les transformer en salles de classe, en plus d'installer des classes modulaires à des endroits stratégiques selon les critères établis. Ces installations temporaires comportent des locaux spacieux, sécuritaires et priorisent une bonne qualité de vie. Le Centre de services scolaires des Samars, avec son plan directeur immobilier, propose des solutions qui permettent à nos élèves de continuer à recevoir des services de qualité dans des milieux de vie propices à la réussite éducative. Pour plus d'informations sur le plan directeur immobilier, consultez le document disponible sur notre site Web. La Société québécoise du cannabis, la SQDC, poursuit son expansion dans la région de la Naudière avec l'ouverture d'une nouvelle succursale au cœur de Saint-Félix-de-Valois. Située au 4310 rue principale à Saint-Félix-de-Valois, cette succursale SQDC ouvrira officiellement ses portes le lundi 28 juillet à 10 h. Avec cette nouvelle succursale, Saint-Félix-de-Valois devient la 6e Société québécoise du cannabis dans la Naudière, après celle située à Terrebonne, Répentigny, Mascouche, Joliette et Radun. Les heures d'ouverture seront bientôt disponibles sur le site officiel de la SQDC. Les restaurateurs du Québec peuvent désormais imposer des pénalités aux clients qui ne se présentent pas à leur réservation. Selon le nouveau règlement en vigueur, depuis jeudi de la semaine dernière, une amende maximale de 10 $ par personne peut être exigée lorsqu'un groupe de 2 personnes ou plus fait une réservation fantôme. Certaines conditions s'appliquent. Premièrement, le client doit avoir été clairement informé des frais et disposer d'un moyen simple pour annuler sa réservation jusqu'à 3 heures avant l'heure prévue. Les pénalités ne sont valides que si aucun membre du groupe ne se présente. De plus,
Les restaurateurs doivent envoyer un rappel de réservation entre 6 heures et 48 heures avant l'heure prévue, sauf pour les réservations effectuées dans cet intervalle. L'Association Restauration Québec évalue les pertes annuelles liées aux absences à près de 49 000 $ par établissement. Le Québec était jusqu'ici la seule province à interdire formellement les frais pour les absences non signalées. La maison Antoine Lacombe de Saint-Charles-Borromée change officiellement de nom pour devenir la Maison des Arts Antoine Lacombe. Cette nouvelle identité reflète la volonté de la municipalité de positionner le lieu comme un véritable carrefour de création multidisciplinaire. Dès la prochaine rentrée culturelle, les visiteurs y découvriront une programmation diversifiée, un nouveau site web modernisé et des réseaux sociaux plus dynamiques. Cette annonce s'inscrit dans le plan stratégique municipal intitulé « Ensemble vers un demain enviable 2025-2030 ». La démarche découle de l'intégration de la Maison Antoine Lacombe au sein de la municipalité en janvier dernier. Le plan repose sur une vision axée sur l'expérience, l'expression et la participation citoyenne. Il propose des interventions ciblées pour favoriser l'intégration entre art et nature, valoriser le territoire, soutenir l'art numérique comme outil de rayonnement et renforcer le lien entre culture et patrimoine paysager. Ah, le fameux rhume des foins. Chaque année, entre la mi-juillet et le mois d'octobre, des milliers de Lanaudois sont affectés par des allergies saisonnières, souvent causées par le pollen de l'herbe à poux. Le CI3S de Lanaudière rappelle l'importance d'agir pour limiter les effets de cette plante envahissante. Les symptômes de cette allergie, souvent confondus avec ceux d'un rhume, incluent nez et yeux qui coulent, éternuement, congestion, fatigue et même parfois des complications respiratoires chez les personnes asthmatiques. Pour atténuer la propagation du pollen, il est recommandé d'intervenir à 2 moments clés. Une première fois à la mi-juillet pour éviter la floraison initiale, puis à la mi-août pour prévenir une repousse. L'arrachage manuel ou la tonte sont des méthodes simples et efficaces. Les plantes doivent être jetées à la poubelle, pas au compost, afin de ne pas favoriser leur réimplantation. Le CI3S insiste sur le fait que contrôler l'herbe à poux améliore non seulement la qualité de vie des personnes atteintes, mais aussi leur capacité à travailler, étudier et participer pleinement à la société. Il faut savoir que la majorité du pollen d'herbe à poux ne se propage pas au-delà de 800 mètres dans l'air, ce qui signifie que les interventions doivent se concentrer en priorité autour des habitations, là où la plante est présente. Il est également essentiel d'agir sur les zones particulièrement propices à sa prolifération, soit les bordures de routes asphaltées, les rues, les trottoirs, ainsi que les terrains vacants et les chantiers. Radun propose une nouvelle expérience touristique inédite, le circuit des églises. Ce parcours met en valeur 5 lieux de culte emblématiques, chacun reflétant la diversité culturelle et religieuse de la région. Les visiteurs peuvent découvrir ces édifices à leur rythme grâce à des panneaux interactifs munis de codes QR ou même explorer le circuit en ligne depuis chez eux. Parmi les églises présentées, il y a la Christ Church, l'église orthodoxe de la Vierge Marie de Diveyevo, Marie-Reine du Monde et Saint-Patrick, Saint-Seraphim de Sarov et Notre-Dame de Kazan. Ce projet, lancé en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, confirme Radun comme une destination touristique culturelle de choix, au même titre que ses attraits naturels comme les parcs et la plage municipale. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas le film « Proche de notre monde ». C'est un documentaire super intéressant sur la réalité des télévisions communautaires autonomes du Québec, qui a été produit par la télévision de Portneuf. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.